La fidélité du chien. Pendant que Donna Giannetta, encore en jupon, épaules et bras nus, de même que le haut des seins, un peu plus, à vrai dire, épinglait ses beaux cheveux d'un noir corbeau, assise devant la Psyché, le marquis Don Giulio del Carpine, allongé sur une agrippine au pied du lit défait, finissait de fumer une cigarette, mais d'un air si maussade qu'on aurait dit qu'il voyait et voulait détruire qui sait quoi dans cette cigarette, à la façon dont il la regardait quand il la prenait entre ses doigts, à la fureur avec laquelle il aspirait la fumée et puis la rejetait. Tout à coup, il se redressa en secouant la tête. « Mais non, voyons, fit-il, ce n'est pas possible. » Donna Giannetta se retourna, souriante, pour le regarder, les bras en l'air et les mains dans les cheveux, comme une femme qui ne craint pas de trop s'exhiber. « Tu y penses encore ? » ?»« Parce que cela manque de logique, » lança-t-il en se levant, en colère. « Entre moi et chose, et Loulou, ce n'est pas à moi de le dire. » Donna Giannetta pencha la tête de côté et observa Don Giulio en coulisses, comme pour en faire une expertise, avant d'émettre un jugement. Puis, sur un ton comique, comme si sa conscience ne lui permettait vraiment pas de l'admettre sans réserve, il soupira. « Eh, c'est selon. »« Selon quoi ? Oh, je t'en prie. »« Selon, mon cher, » répéta tout bonnement Donna Giannetta. Del Carpine haussa les épaules et se mit à arpenter la chambre. Quand il portait la barbe, c'était vraiment un bel homme, grand, musclé. Une fois rasé pour obéir à la mode, dire qu'il était beau, avec ce menton trop petit et ce nez trop gros, ça aurait été aller un peu loin, surtout du fait qu'il semblait le prétendre, même avec cette barbe coupée, ou justement parce qu'il se l'était coupée. Du reste, la jalousie, déclara-t-il, ne dépend pas tellement du peu d'estime que l'homme a de la femme, ou vice-versa, mais plutôt du peu d'estime que nous avons de nous-mêmes. Alors, mais en jetant par hasard un coup d'œil sur ses ongles, il perdit le fil de son idée, et fixa les yeux sur Donna Giannetta, comme si c'était elle qui venait de parler, et non lui. Donna Giannetta, encore devant la Psyché, le dos tourné, le vit dans la glace, et avec un clignement d'œil, demanda. « Alors, quoi ?»« Mais oui, c'est exactement cela. Il provient de cela, reprit-il rageusement, du peu d'estime que nous avons de nous-mêmes, qui nous porte à croire, ou plutôt à craindre, de ne pas suffire à remplir le cœur ou la pensée, à satisfaire les goûts et les caprices de l'être que nous aimons. Voilà. »« Oh » fit-elle, avec un soupir de soulagement. « Et tu ne l'as pas de toi ? » ?»« Quoi ? L'estime dont tu parles ? » ?»« Je ne l'ai pas, je ne l'ai pas, je ne l'ai pas. Si je me compare avec chose, avec Loulou, voilà. »« Mon pauvre Loulou !» s'exclama Donna Giannetta, avec un de ces petits éclats de rire habituels qui ressemblaient à une cascatelle glougloutante. « Mais ta femme ?» demanda-t-elle ensuite. « Il faudrait voir quelle estime elle a de toi, ta femme. »« Écoute, » s'empressa de répondre Don Giulio en prenant feu. « Je ne peux tout de même pas la croire capable de me préférer... chose. Ce n'est pas logique, ce n'est pas logique. Ma femme sera ce que tu voudras, mais intelligente, elle l'est. Elle ne soupçonne rien de nous, que je sache. Pourquoi le ferait-elle ? Et avec Loulou, par surcroît. » Donna Giannetta, qui avait fini de se recoiffer, se leva. « En somme, dit-elle, tu défends ta logique. La tienne, toutefois. Prends-moi mon cache-corset, là. Oui, c'est cela, merci. Pas la logique de ta femme, mon cher.
Comment Livia raisonne-t-elle? Lolo est affectueux, Lolo est prudent, Lolo est serviable. Et puis, il n'est pas si bête que ça, tu sais. Regarde-moi, regarde. Moi, par exemple, je n'ai pas le moindre doute qu'il... Je t'en prie, nia résolument Don Giulio, d'un haussement d'épaules. Du reste, que sais-tu? Qui te l'a dit? Eh, fit Giannetta en le prenant par le bras et le regardant droit dans les yeux. Tu changes de figure? Cela te touche donc à ce point? Je te demande pardon, c'est tout simplement ridicule. Pendant que nous, ici... Ce n'est pas pour ça, lança Del Carpine, le visage en feu. Je suis incapable d'y croire, voilà. Cela me paraît impossible, cela me paraît absurde, que Livia... Ah oui, attends, interrompit Donna Giannetta. Elle lui tendit son cache-corset de Nansouk pour qu'il l'aidât à le passer. Puis prit sur une console un sac à main et en tira un petit carton fileté d'or. Arraché à un petit agenda qu'elle lui tendit. On y avait écrit en toute hâte une adresse au crayon. Via Sardegna, 96. Si tu voulais, par simple curiosité. Don Giulio del Carpine la regarda un instant, ébahi, le morceau de papier à la main. Comment as-tu découvert? Eh, fit Donna Giannetta en haussant les épaules et en baissant malicieusement les paupières. Lolo est prudent, mais moi, pour notre sécurité... Mon cher, tu fais trop attention à toi. Tu ne t'es pas aperçu, par exemple, de la façon dont je viens ici et dont je m'en vais plus tranquille depuis quelque temps? Ah, soupira-t-il, distrait, troublé. Et Livia, par conséquent, via Sardegna, c'est une rue transversale de Via Veneto? Oui, numéro 96, une des dernières maisons, au bout. Il y a là un atelier de sculpture que Lolo a loué. Tu t'imagines Lolo sculpteur? Elle se mit à rire, longuement. Pendant qu'elle finissait de s'habiller, elle rit à plusieurs reprises, en éclats nerveux, aux images comiques que provoquait l'idée de son mari sculpteur dans une école de nus, avec Livia del Carpine en guise de modèle. Et elle regardait en coulisses Don Giulio qui s'était assis de nouveau sur l'agrippine, roulant le petit carton entre ses doigts. Quand elle fut prête, son petit chapeau sur la tête et sa voilette baissée, elle se regarda de face, le profil dans la psyché, puis dit « Il ne faut pas trop se croire, mon cher. Cela me fait plaisir pour le pauvre Lolo et pour moi aussi. Du reste, toi aussi, tu devrais être content. » Et à voir la tête qu'il faisait, elle éclata encore de rire, et elle courut s'asseoir sur ses genoux pour le caresser. « Venge-toi sur moi, allons, Giugiu. Tu es terrible, mais on nous rend la monnaie de notre pièce. Puisque Lolo est content, nous... Je voudrais d'abord en être sûr, tu comprends? Dit-il tout bas, avec un geste de rage mal réprimé, en la repoussant presque. Donna Giannetta se leva d'un bond, froissée, et dit froidement « À ton aise. Adieu, hein ?» Mais il s'empressa de se lever à son tour, se repentant. L'abandon auquel il allait se livrer fut tout de même freiné par son humiliation persistante. Néanmoins, il dit « Excuse-moi, Gianna. Cela me confond vraiment. Oui, tu as raison. Il faut nous venger. Eh bien, tu es encore plus à moi, plus à moi, plus à moi. » Et ce disant, il la prit par la taille et la serra étroitement. « Non, mon Dieu, tu gâches tout !» cria-t-elle, contente cependant, en cherchant des deux bras à se défendre de lui. Puis elle l'embrassa tout doucement, tendrement, à travers sa voilette, et se sauva.
Giugiu del Carpine, les sourcils froncés, le regard dans le vide, raclait ses joues rasées, des ongles d'une main largement ouverte sur la bouche. Il eut un haut-le-corps, comme en proie à une répugnance soudaine pour cette femme qui avait tenu à lui infliger cette morsure empoisonnée, uniquement par plaisir. Contente, certes, elle l'était, mais non pas pour leur sécurité. Non, contente de ne pas être la seule. Mais oui, elle l'avait déclaré ouvertement. De le punir, lui, de ses prétentions, sans comprendre, l'imbécile, qu'elle-même, avec un loulou comme mari, pouvait d'une certaine façon avoir une excuse à le tromper. Mais Livia, non. Fichtre. Livia, non. C'était une idée fixe, à présent, et il ne pouvait pas se faire une raison. Il n'avait jamais eu grande opinion de l'honnêteté de sa femme, pas plus que de celle de toutes les femmes en général. Mais il en avait une immense de sa propre personne, de sa force, de sa prestance de mâle, et, par conséquent, il estimait fermement que sa femme... Peut-être s'est-elle mise avec Loulou Saki pour se venger? Se venger? Mon Dieu, quelle vengeance! Si tant est, c'était celle de Loulou Saki et non la sienne qu'elle rendait possible en se mettant avec un homme qui était loin de valoir son mari. Certes, mais ne s'était-il pas mis lui-même sottement avec une femme qui était loin de valoir la sienne? Voilà donc pourquoi Loulou Saki semblait se soucier si peu d'être trompé par Donna Giannetta. Ça se comprend. Il gardait tous les avantages, même celui d'avoir le droit qu'on le laisse tranquille, à cause de sa propre liaison avec Donna Giannetta. Conséquence, il était roulé et bafoué. Ah non, bigre, non et non. Il sortit, bourré de rancœur et furieux. Toute la journée, il se débattit entre les intentions les plus opposées, car plus il y pensait, plus la chose lui apparaissait invraisemblable. En 6 ans de mariage, il avait fait l'expérience de sa femme, sinon complètement insensible, du moins peu encline à l'amour. Avait-il pu se tromper ainsi? Il resta toute la journée dehors, rentra tard dans la nuit pour ne pas rencontrer sa femme. Il craignait de se trahir, bien qu'il continuât à se dire qu'avant d'y croire, il fallait voir. Le lendemain, il se réveilla ferme dans son propos d'aller voir. Mais sur le point de le faire, il éprouva une âcre irritation, humiliation et nausée. Car, au cas où la tromperie existait, que pouvait-il faire? Rien. Faire semblant de ne pas savoir, uniquement. Ne risquait-il pas de se trouver face à face avec l'un ou l'autre dans cette rue? Ne serait-il pas plus prudent d'y aller d'abord le matin, voir la maison seulement, de se livrer à une première enquête, puis de déterminer sur place ce qu'il conviendrait de faire? Il s'habilla en hâte. Y alla. Au rez-de-chaussée, au numéro 96, il y avait réellement cet atelier de sculpteur, qui avait fait tellement rire Donna Giannetta. Véridique. Ce renseignement lui retourna le sang dans les veines, comme s'il impliquait, par voie de conséquence, la preuve de la trahison. Arrivé devant une maison plus loin, sur le trottoir d'en face, il s'arrêta pour regarder les fenêtres, se demandant quelles étaient celles du pied-à-terre loué par Loulou. Il jugea ensuite que la porte où il se trouvait, qui n'était pas gardée, pouvait fournir un endroit convenable pour voir sans être vu, lorsque, en temps utile, il viendrait faire le guet. Comme il connaissait les habitudes de sa femme, les heures auxquelles elle sortait généralement, il en déduisit que les rendez-vous avec son amant pouvaient avoir lieu soit le matin, soit l'après-midi, peu avant 4 heures, mais plus facilement le matin. Eh bien, puisqu'il était ici, pourquoi ne pas rester? Il se pouvait fort bien qu'il parvienne à dissiper ses doutes, ce matin même.
Il regarda sa montre. D'ici 10 heures, il avait une bonne heure à attendre. Impossible de rester piqué là, tout ce temps, sous ce porche, puisqu'il était tout près de l'entrée de la Villa Borghese, à Porta Pinciana. Eh bien, il irait s'y promener une petite heure. C'était une belle matinée de novembre un peu froide. À peine arrivé à la Villa Borghese, Don Giulio aperçut dans la piste voisine 2 officiers d'artillerie en compagnie de 2 jeunes filles, anglaises apparemment, 2 sœurs, blondes et sveltes dans leurs amazones grises, 2 longs rubans écarlates noués autour du petit col masculin. Sous les yeux de Don Giulio, tous 4, en même temps, piquèrent une course, comme pour se provoquer. Don Giulio se distrayait malgré lui. Il descendit le talus de l'allée et, au bord de la piste, suivit cette course et nota immédiatement, d'un œil d'expert, que le cheval sort, que montait la jeune fille de droite, lançait de travers ses pattes antérieures. Les 4 cavaliers disparurent à un tournant de la piste, et Don Giulio regarda un moment, mais en lui-même, sa femme, Donna Livia, sur un gros bai fougueux. Aucune femme ne se tenait aussi bien en selle que sa femme. C'était un régal que de la voir. Écuyère née. Et avec cette passion pour les chevaux, tellement loin des langueurs féminines, elle était allée se mettre avec ce loulou Sacchi en papier mâché, ce bonnet. Allons, il fallait bien voir ça. Arraché à lui-même, absorbé, il tourna et vira dans les allées, là où ses pas le portaient. À un certain endroit, il consulta sa montre et se hâta de revenir sur ses pas. Il était presque 10 heures, fichtre, et cela devenait une vraie entreprise, à cette heure, que de traverser la Via Sardegna, pour arriver à ce porche, au bout de la rue. Certainement, sa femme ne viendrait pas par la Via Veneto, mais d'une transversale de Via Boncampagni. Cependant, il risquait de voir survenir Loulou de ce côté-là, et que ce dernier l'aperçoive. Simulant une grande désinvolture, sans se retourner, mais en allongeant le regard jusqu'au bout de la rue, Del Carpine marchait le cœur battant à grands coups, jusqu'à lui donner des bourdonnements d'oreilles qui lui ôtaient presque l'usage de l'ouïe. Au fur et à mesure qu'il avançait, son anxiété redoublait. Voici le porche, quelques pas encore. Et Don Giulio allait pousser un grand soupir de soulagement en se coulant sous le porche. Quand un « Toi, ici ?» Il tomba de son haut. Loulou était là aussi, sous le même porche. Penché, il caressait un petit chien noir, tout en longueur, bas sur pattes. Et ce petit chien lui faisait un tas de gentillesses, frémissait et se tortillait, s'étirait, grattant les jambes de Loulou de ses petites pattes, ou sautant pour essayer de lui lécher le visage. Mais n'était-ce pas Liri, le petit chien de sa femme? Loulou était pâle, bouleversé par l'émotion. Il avait les yeux pleins de larmes. De toute évidence, en raison des démonstrations du petit chien, bonne petite bête chérie, qui le connaissait bien et lui était fidèle, ah, lui, oui, non pas comme son affreuse maîtresse, femme indigne, femme infâme, oui, mon gentil Liri, infâme, car une femme qui reçoit dans le pied-à-terre payé par son amant un autre amant, qui ne peut être forcément qu'un misérable, une fripouille, cette femme-là, gentil petit Liri, est une infâme. Tels étaient les propos que se tenait Loulou Sacchi en caressant le petit chien et en pleurant de honte et de chagrin, avant que Giulio del Carpine arrivât sous ce porche où lui-même était venu se poster. À la suite d'un quiproquo de la vieille domestique qui faisait le ménage du pied-à-terre après leur rendez-vous, Loulou avait découvert cette infamie de Donna Livia. Et venant guetter, il avait trouvé Liri, dans la rue, que sa maîtresse avait semé de toute évidence,
dans sa hâte du rendez-vous. La présence du petit chien, ici même, avait prouvé à Lolo que la trahison était vraie et véritable. Lui non plus n'avait pas voulu y croire, avec plus de motif, lui, car véritablement, une indignité pareille passait les bornes. Il s'expliquait maintenant pourquoi elle ne voulait pas lui laisser la clé du pied-à-terre, qu'elle tenait à conserver, en le forçant chaque fois à attendre son arrivée là, dans cet atelier de sculpteur. Quel imbécile il avait été, stupide, aveugle. Le pauvre Lolo pouvait s'attendre à tout, sauf à voir Don Giulio del Carpine venir le surprendre à l'affût. Les deux hommes, frappés de stupeur, se regardèrent. Lolo Sacchi ne pensa pas un instant qu'il avait les yeux rougis de larmes, mais instinctivement, comme les larmes se glaçaient sur son visage en feu, il les essuya du doigt, et à la première question lancée dans sa stupeur par Don Giulio, « Toi, ici ?» il répondit en balbutiant et ouvrant les lèvres en un misérable sourire, « Eh oui, en effet, j'attendais. » Del Carpine, les sourcils froncés, lança un coup d'œil au chien. Il y rit. Lolo Sacchi baissa les yeux sur le chien, comme s'il ne l'avait pas encore vu. En effet, je ne sais pas. Il se trouve ici. Devant cette niaiserie faite d'égarement, Don Giulio eut comme un frisson de rage, descendit sur le trottoir et regarda en l'air le numéro du Porsche. En somme, c'est ici? Où est-ce? Que dis-tu? Demanda Lolo Sacchi, son misérable sourire encore sur les lèvres, comme s'il n'avait plus une goutte de sang dans les veines. Del Carpine le regarda de ses yeux devenus vitreux. « Qu'attendais-tu ici ?»« Un de mes amis, » balbutia Lolo. « Il est monté... » « Avec Livia ?» demanda Del Carpine. « Mais non, que dis-tu ?» fit Lolo Sacchi, de plus en plus décomposé. « Puisque Liri est ici. »« En effet, il est ici, mais je te jure que je l'ai vraiment trouvé dans la rue. » dit avec la chaleur de la vérité Lolo Sacchi, s'enflammant brusquement. « Ici, dans la rue ?» répéta Del Carpine en se baissant vers le chien. « Tu connais donc le chemin, hein, Liri? Comment ça ?» À la voix de son maître, caressante de façon insolite, la pauvre petite bête fut saisie d'une joie soudaine. Elle s'élança contre ses jambes, en se démenant toute, commença à se trémousser, s'étira en aboyant, puis se roula par terre, et comme saisie de folie, se mit à virevolter furieusement dans l'entrée, puis à sauter sur les jambes de son maître, puis sur Lolo, en jappant très haut, comme si dans son délire d'affection, dans l'éclat d'une fidélité instinctive, elle voulait unir ces deux hommes entre lesquels elle ne savait pas comment répartir sa joie et son dévouement. C'était vraiment un spectacle émouvant que la fidélité de ce chien de femme infidèle, à l'égard de ces deux hommes trompés. Pour se soustraire à l'embarras pénible où ils se trouvaient l'un et l'autre, ils faisaient fête à ces démonstrations frénétiques. Ils se mirent à l'exciter de la voix, de claquements de doigts. « Viens, Liri, pauvre Liri !» Et tous deux riaient d'un rire convulsif. À un moment donné, Liri s'arrêta, comme averti par un flair soudain, se rendit sur le seuil, s'y assit un peu, en attente, inquiet, jetant des regards dans la rue, les oreilles dressées et la tête penchée de côté, puis s'élança à toute vitesse. Don Giulio tendit la tête et aperçut sa femme qui tournait le coin, suivie par le petit chien. Mais Lolo Sacchi, pâle, bouleversé, frémissant, saisissant par le bras Del Carpine, « Attends, laisse-moi voir avec qui, » lui dit-il. « Comment ?» fit Don Giulio pétrifié. Mais Lolo Sacchi ne raisonnait plus. Il le repoussa en répétant « Laisse-moi voir, je te dis, tais-toi !» Liri s'était arrêté au coin de la rue.
perplexe, comme hésitant entre deux idées, les yeux fixés sur le porche, en attente. Peu après, sortait du 96 un grand gaillard d'une vingtaine d'années, plastronnant, le visage en feu, les moustaches retroussées, invraisemblable. « Totti !» s'exclama alors Loulou Sacchi, dans un rictus horrible qui contracta tous ses traits, et sans lâcher le bras de Giulio, il ajouta « Totti, tu comprends? Un galopin, un misérable étudiant. Tu comprends ce qu'elle fait, ta femme? Mais je vais la ranger aux petits oignons. Moi, laisse-moi faire. Tu as vu? Maintenant, ça suffit. Laisse-moi faire. Tu as vu? Mais ça suffit, Giulio. Ça suffit. Pour tout le monde, tu sais. Don Giulio del Carpine restait ébaubi. Quoi? Deux par conséquent? Loulou mis de côté, dépassé. Un autre là, dans ce même pied-à-terre? Un garçon de rien? Sa femme? Et alors, Loulou, il était donc là pour attendre également? Et ce chien, égaré au milieu de la rue, qui balançait, je comprends, entre tous ces hommes. Et à l'autre aussi, il avait fait fête. Petit chien, si gentil, si gentil. Ah, fit Don Giulio secoué par la nausée, par le dégoût, mais non sans une certaine complaisance, quand il songeait que lorsqu'il s'agissait de Loulou, le fait était tel qu'il l'avait dit, c'est-à-dire que sa femme ne pouvait pas le prendre au sérieux et l'avait trompé. Voilà. Non seulement, mais bafoué. Bafoué. Il prit son mouchoir pour se frotter les mains que la petite bête devait avoir léchées. Il se les frotta fort, fort, jusqu'à s'écorcher. Mais tout à coup, il aperçut à côté de lui Penaud, les oreilles basses, la queue entre les jambes, le pauvre Liri, qui avait d'abord essayé de suivre sa maîtresse, puis Totti, puis Loulou, et qui, à la fin, se mettait à le suivre, lui. Don Giulio fut saisi d'un accès de fureur. La fidélité de cette vilaine bête lui sembla une obscénité scandaleuse, et il lui allongea, lui aussi, un coup de pied furibond. « Oust !